Ipfundo, ipfundo, aruzingiye. Ipfundo, ipfundo, aruzingiye. À vous, maître. Philippe Meillac, je suis l'avocat d'un certain nombre de Rwandais, notamment dans la veuve du président Habyarimana, dans le cadre des différentes procédures. D'accord. Alors, je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a eu trois types de procédures en lien avec les événements qu'a connus le Rwanda d'avril à juillet 1994. Il y a bien évidemment, et il faut l'isoler de tout le reste, la procédure concernant l'attentat du 6 avril 1994. Il faut l'isoler parce que de toutes les procédures, c'est la plus ancienne. C'est la seule procédure qui a été diligentée, que ce soit à l'international ou dans les droits internes des États, donc en France, et parce qu'elle obéit dans nos règles de procédure à un traitement différent des autres procédures. Comme vous le savez, une ordonnance de non-lieu a été rendue fin 2017, qui a été confirmée par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris en juillet 2020, et le pourvoi en cassation qui a été formé contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 février dernier. De sorte que reste aujourd'hui des possibilités d'action qui sont de deux ordres. Le premier, c'est un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l'homme à exercer dans le délai de 4 mois depuis cet arrêt de la Cour de cassation avant le 15 juin prochain. Le second, qui n'est pas limité dans le temps, qui consiste à solliciter la reprise de l'information judiciaire. C'est une procédure qui doit être formée auprès du procureur général, le procureur de la Cour d'appel, en l'occurrence de Paris. Voilà. Toujours, ces démarches n'ont pas été engagées. Donc, indépendamment de cette procédure concernant l'attentat, il y a eu, comme vous le savez, ce sont des procédures qui ne sont plus du tout d'actualité, mais je crois qu'il faut en parler parce qu'elles ont existé et elles ne sont pas sans lien avec les autres procédures dont je parlerai dans un troisième temps, qui sont les demandes d'extradition émises par le Rwanda milieu des années 2000 et jusqu'au tout début des années 2010, qui ont toutes fait l'objet de rejet. Alors, à toutes fait l'objet de rejet, je schématise peut-être un peu trop. Il y a eu majoritairement des décisions défavorables, des avis défavorables. Alors, simplement, je rappelle en un mot que les demandes d'extradition formées par un État étranger sont examinées par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, c'est-à-dire que la même juridiction que celle qui examine, par exemple, l'appel contre l'UE. Et il y a une grande majorité de décisions d'avis défavorables qui ont été rendues. Les chambres de l'instruction et les cours d'appel rendent des avis et derrière, il y a éventuellement, si l'avis est favorable, il peut y avoir un décret d'extradition du Premier ministre. Si l'avis est défavorable, la procédure s'arrête. Donc, il y a eu majoritairement des décisions de cour d'appel défavorables, sauf à 3 reprises. Mais à chaque fois, la Cour de cassation a annulé ces décisions. La dernière fois, en février 2014, de manière assez cinglante, avec ce qu'on appelle des cassations sans renvoi. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'elle fait d'habitude, la Cour de cassation a elle-même pris la décision finale du dossier. Voilà. Ces procédures-là sont aujourd'hui abandonnées, mais c'est finalement la suite des procédures d'extradition. Il y a
toute une série de procédures d'information judiciaire, de jugement. Enfin, il y a des procédures enclenchées contre des ressortissants rwandais qui ont été accusés des événements du génocide et qui sont à des stades, alors, sont à la fois à des stades différents et qui ont été engagés de manière un peu différente. Pendant longtemps, jusqu'il y a 2 ans, 3 ans, toutes ces procédures avaient pour origine des plaintes déposées par le collectif des parties civiles pour le Rwanda, CPCR, et souvent ces plaintes étaient, je dirais, déposées soit concomitamment, soit postérieurement, mais peu de temps après des demandes d'extradition et des décisions défavorables rendues en matière d'extradition. Ouais. Attends. Et aujourd'hui, la situation a un petit peu changé depuis 2019, puisque depuis 2019, on a des procédures qui sont engagées à l'initiative du parquet français, parquet de Paris, procureur de la République. Mais dans les 2 cas, j'ai envie de vous dire, le cursus procédural est le même, puisque il y a une information judiciaire qui est confiée à des juges spécialisés d'un pôle d'instruction spécialisé à Paris. Et ensuite, à l'issue de l'instruction, il y a une décision qui est prise par ces juges, qui peut éventuellement faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. On retrouve la même juridiction que celle qui était appelée à juger en matière d'extradition. Et ensuite, de là, on débouche sur des procès comme la Cour d'assises, la Cour d'assises de Paris, comme la Cour d'assises a connu. Alors, il y a 3 dossiers qui ont fait l'objet de procès. Les 2 premières affaires ont fait l'objet de 2 procès et la dernière d'un seul procès. Il y a eu 5 procès en France aujourd'hui sur ces dossiers-là. Alors, il est difficile de tenir des statistiques. Alors, j'en ai pas forcément les moyens logistiques, parce que je n'ai évidemment pas connaissance de tous les dossiers, mais on peut se reporter au site internet notamment du collectif des parties civiles qui tient à jour le listing des plaintes qui ont été établies. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y a quand même dans ces dossiers un certain nombre de dossiers où il y a eu des décisions de lieu, ou des dossiers où on a l'impression, sans bien évidemment connaître le détail, que la procédure n'avance pas de manière tout à fait significative. Ce qui conduit d'ailleurs assez régulièrement ce collectif de parties civiles à s'en plaindre et s'en émouvoir. Voilà un peu, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le panorama de ces différentes affaires, en sachant que les dossiers qui sont véritablement les plus actifs, c'est les derniers dont j'ai parlé, c'est-à-dire les dossiers qui ont été engagés par le collectif des parties civiles ou par le parquet pour génocide, crime contre l'humanité, complicité des crimes, au nom de la compétence universelle. Parce que, bien évidemment, ce qui permet à la France de juger aujourd'hui, c'est d'avoir dans son ordonnancement judiciaire le principe de la compétence universelle, que assez peu d'États ont. Et peut-être que le mieux maintenant, c'est de répondre à des questions de votre part un peu plus précises. Bonsoir, Monsieur Meillac. J'ai une question par rapport bien sûr, au cas plus récent. Donc, la semaine passée, on sait que Monsieur Ramucho a eu une continuation de son procès et vous vous êtes présenté à la cour. Je voulais savoir si vous pouviez un petit peu nous parler de ce qui s'est passé dans la salle. Si vous voulez, alors, pour les choses
soit clair, il faut bien comprendre, la procédure à l'instruction, c'est-à-dire jusqu'au procès, est soumise en France au secret de l'instruction. Donc, alors on peut pas dire, si vous voulez, beaucoup de choses, si ce n'est vous expliquer comment les choses se passent. En réalité, pour comprendre, il y a eu dans ce dossier une ordonnance des juges d'instruction en octobre 2020, après 14 ans d'instruction, donc une ordonnance qui ordonne la mise en accusation du docteur Raoult-Chaud devant la cour d'assises pour une partie des faits que la plainte, puisque c'était un dossier sur plainte avec constitution de partie civile reprochée, et qui ordonne non-lieu pour l'autre partie des charges. Moi, naturellement, en tant que conseil du docteur Raoult-Chaud, j'ai fait appel de cette décision et c'est la chambre d'instruction qui a donc examiné l'affaire. L'audience a duré une bonne partie de la matinée, enfin quasiment toute la matinée, bon, sachant qu'il y a des développements écrits qui ont été, si vous voulez, qui ont été fournis par les parties. Donc, c'est compliqué de rentrer, si vous voulez, dans le détail, à la fois des accusations et puis ouais, ce qui est alors ce qu'il faut retenir, je dirais, c'est que c'est une audience à laquelle sont amenés à participer, et c'est d'ailleurs quasiment la seule fois durant cette phase de la procédure, durant l'instruction préparatoire. Devant un procès, c'est différent et c'est tout le temps le cas. Mais durant l'instruction, il n'y a quasiment jamais aucune occasion où sont confrontés le point de vue de l'accusation, des parties civiles et de la défense. Puisque au cours d'une instruction, il y a des interrogatoires, il y a des confrontations, on peut par écrit présenter des observations ou faire des demandes, mais il y a véritablement jamais de confrontation de point de vue. Ce qui est intéressant, c'est cette confrontation de point de vue, parce qu'on peut se rendre compte, et c'est le cas, que personne n'est en réalité d'accord sur le sort à donner à cette affaire. Et quand je dis personne, c'est évidemment pas seulement la défense contre l'accusation ou contre les parties civiles, mais même au sein des parties civiles, les positions exprimées sont assez différentes. Je expliquais qu'il y avait un certain nombre de charges que les juges d'instruction ont voulu abandonner, et parmi ces, évidemment, le rôle des parties civiles, c'est de contester ce qu'elles font, cet abandon de charge, et sur cet abandon de charge, encore une fois, il y a des contradictions, des divergences entre elles. C'est-à-dire que certaines estiment qu'il faudrait n'abandonner aucune charge, d'autres qu'il faudrait en abandonner une partie, d'autres qu'il faudrait toutes les abandonner. Donc, voilà, je dirais, c'est peut-être une singularité de cette étape de la procédure. Voilà. Maintenant, on ne peut pas rentrer peut-être plus à ce stade dans le détail. Merci. Après. Alors, je peux poser une question, maître? Oui. Allô? Oui, je vous entends. Oui, c'est Gaspard Moussabjimana de Radio Inyindi à Bruxelles. Dernièrement, j'ai quand même assisté à quelque chose dont je voudrais avoir votre avis. On a assisté à un non-lieu dans le dossier de la descente de l'avion du président Habyarimana. Et en même temps, on a assisté aussi à une clôture du dossier de Mme Agathe. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une justice qui arrange les choses en France? Une seconde question, c'est
Le fait que le Rwanda est en train de protéger ou de défendre les intérêts français, notamment au Mozambique, en allant défendre, en allant protéger les sites gaziers ou même en Centrafrique, est-ce qu'on peut également parler d'une justice qui est au bout de la politique? Merci. Écoutez, vous touchez effectivement un point à la fois sensible et quelque part incontournable dans l'ensemble, je dirais, des procédures dont nous parlons ce soir. Alors, il y a finalement, je dirais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique, peut-être au sens diplomatique, c'est-à-dire qu'on connaît tous ici l'évolution sinueuse des relations depuis 15 ans entre la France et le Rwanda, peut-être plus que 15 ans d'ailleurs, et l'évolution qui a été fonction d'un certain nombre d'étapes de ces différentes procédures. Peut-être tout le monde a en tête naturellement le sujet de l'affaire de l'attentat, la rupture brutale en novembre 2006, des relations diplomatiques par Paul Kagame au lendemain de l'émission de mandat d'arrêt par le juge Bruguière, et puis peut-être d'autres événements. Alors, moi, je crois qu'il y a une réalité aujourd'hui, c'est que du côté rwandais, non, mais surtout du côté français, on ne s'est jamais trop caché de cette dimension politique ou diplomatique. Vous vous rappelez certainement que lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement sous la présidence de M. Sarkozy, M. Bernard Kouchner, il ne s'est jamais, je dirais, caché d'essayer de faire tout ce qu'il avait dans sa possibilité pour qu'il y ait une reprise des relations diplomatiques, y compris en ayant une influence sur la procédure de l'attentat. Plus récemment, et peut-être de manière moins éclatante et moins connue, au début de cette année, je l'ai sous les yeux à côté de moi, l'actuel ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Onfray, a fait une interview où il explique qu'en réalité, ce processus de réconciliation entre la France et le Rwanda entre en différentes étapes et 4 étapes d'ailleurs plus récentes. Et il parle en particulier du rapport de la commission, unitaire. Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, effectivement, il y a cette dimension politique et diplomatique qui est évidente, qui est, je trouve, assumée du côté français. Pour autant, ce n'est pas parce que ce fait est assumé que, effectivement, il n'en est pas choquant. Alors, pour bien comprendre les choses, comment il peut s'exprimer comment elle peut s'exprimer cette dimension dans les différentes procédures et notamment dans la procédure concernant l'attentat. Alors, il est clair que la France connaît une séparation des pouvoirs qui est respectée, c'est un principe constitutionnel. Les magistrats de notre pays sont indépendants statutairement, les magistrats du siège, ceux qui jugent. Vous savez qu'il y a 2 catégories de magistrats et ne reçoivent d'instruction de personne. En revanche, dans toutes les procédures pénales, en particulier celle-là, il y a un ministère public, un procureur, alors, soit procureur de la République, soit procureur de la Cour d'appel, soit procureur de la Cour de cassation. Et le procureur, dans notre système français, souvent un reproche qui est fait, il est tout sauf indépendant. Il est même dépendant. Et hiérarchiquement, il y a une hiérarchie entre le procureur de la République, Paris, de la Cour d'appel de Paris, et le procureur de la Cour de cassation. Et il est vrai que ce qui, en tout cas dans le dossier de l'attentat, a constitué un obstacle à l'évolution de ce dossier, c'est que depuis longtemps, depuis 2008, à une période qu'on peut situer à
l'épisode de l'arrestation en Allemagne de Rose Kabougué, son extradition en France et sa mise en examen, le procureur, le parquet français s'est totalement désolidarisé des juges d'instruction. Totalement désolidarisé. C'est-à-dire qu'avant cette étape, il a soutenu le juge. Quand, par exemple, Bruguière a émis des mandats d'arrêt en 2006, mandats qui ont conduit à la rupture des relations diplomatiques, le parquet a soutenu le juge Bruguière. Et par contre, en 2008, quand il s'est agi de mettre en examen Rose Kabougué, le parquet n'a pas soutenu. Et dans toutes les étapes ultérieures, le parquet a voulu abandonner l'accusation. Et je dirais, il l'a fait. Alors, évidemment, quand il l'a fait, c'est en essayant de se justifier par des arguments juridiques ou judiciaires et pas des arguments politiques. On ne nous a jamais dit, naturellement, vous imaginez bien qu'il faut abandonner des charges contre toutes ces personnes pour des raisons politiques. On nous a tenu le discours un peu, quelque part, un peu convenu dans le jargon judiciaire. Néanmoins, il y a des choses qui m'ont un peu, des coïncidences qui m'ont frappé et qui continuent de me frapper. Par exemple, lorsque dans le dossier de l'attentat, le parquet de Paris a requis le non-lieu, en octobre 2017, si ma mémoire est bonne, 2018, pardon, octobre 2018, les réquisitions ont été connues le jour où la France a annoncé soutenir la candidature de l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise au secrétariat à la francophonie. Bah, on peut dire, oh, mais écoutez, c'est une coïncidence. Et plus encore, dans de nombreux dossiers de poursuite contre des Rwandais au titre du génocide, ces dossiers sont activés ou des audiences ont lieu, des échéances ou des étapes importantes ont lieu autour du 6 avril. Alors, la première fois, on se dit, oh, ben, c'est probablement une coïncidence, mais quand ça se répète régulièrement, c'est de moins en moins une coïncidence. Bon, c'est encore le cas d'ailleurs, je dirais ces derniers jours. Pour prendre le cas du docteur Wamoucho, son cas est examiné par la Cour d'appel le 7 avril, le lendemain du 6 2022, l'appel de la mise en accusation. Et il y a 2 ans, quand le réquisitoire du parquet est tombé, le réquisitoire est tombé un 7 avril aussi. Alors, je crois qu'il n'y a pas que 365 jours dans le calendrier, mais souvent les choses tombent. Je ne peux pas croire que ces étapes qui tombent à ces moments-là soient véritablement le fruit du hasard. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a cet aspect politique qui est évident et qui se concrétise de différentes façons, et notamment comme ça. Alors, dans cette dimension politique, il y a quand même une deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les dossiers qui sont de poursuite contre les ressortissants rwandais en France, qui sont menés au nom de la compétence universelle et par définition, en tout cas au stade de l'instruction, donc de la préparation du dossier avant procès, beaucoup de choses se passent ou doivent se passer au Rwanda. Bon, il peut y avoir je dirais, dans ces dossiers, tout le monde sait très bien que du fait du temps qui s'est écoulé, il n'y a plus beaucoup d'éléments matériels, ou quasiment aucun. D'ailleurs, les lieux ont été modifiés, etc. Et que tout se base et est fait sur le fondement de témoignages. La majorité de témoins se trouvent encore au Rwanda et évidemment, il faut pouvoir aller les interroger, les auditionner, organiser des confrontations avec les personnes rwandaises visées qui demeurent en France. Et donc, tout ça nécessite, par nature, par hypothèse, une collaboration avec les autorités rwandaises. C'est-à-dire que si on veut mener à bien les procédures, il faut pouvoir aller sur place
dans le cadre de commissions rogatoires internationales, il faut qu'il y ait je dirais, une bonne collaboration. Alors, ça ne veut pas dire épouser les idées du pays avec qui on collabore, mais par la force des choses, la France se trouve quand même aussi, quelque part, soumis au bon vouloir du Rwanda, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des refus de commission rogatoire qui anéantiraient toutes les procédures menées en France. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu, il y a quelques années, à l'époque où, évidemment, à l'époque où déjà les relations diplomatiques ont été rompues, tous les dossiers ouverts contre des Rwandais pour génocide ont été gelés, puisque, par définition, les enquêteurs français, les juges, ne pouvaient plus aller au Rwanda faire la commission rogatoire. Et quand les relations diplomatiques ont été reprises, début timidement, il y a eu un certain nombre d'épisodes, il y en a notamment un qui a été, j'en ai eu connaissance par l'agence France Presse. L'agence France Presse avait fait une dépêche à l'époque en expliquant qu'il y avait des enquêteurs français qui s'étaient rendus au Rwanda, et puis ce qui s'était passé, mais le contexte, encore une fois, politico-diplomatique n'était pas bon, et il s'était fait refouler du pays, parce qu'on estimait que les dossiers n'allaient pas assez vite, etc. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on veut résumer les choses, on se dit, si on veut prendre un peu de hauteur, qu'évidemment, si, ça c'est un constat objectif, si le dossier de l'attentat devait aboutir à un procès, il y aurait probablement une rupture des relations diplomatiques, ce qui serait un problème au niveau diplomatique, et ce qui serait également un problème au niveau de la poursuite des dossiers génocide et crimes contre l'humanité qui sont en cours depuis pas mal d'années, et que tout le travail qui a été fait serait anéanti. Voilà. Et donc, quand on a dit ça, on comprend le poids que représente le dossier de l'attentat. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas si vous avez connaissance de cet ouvrage, mais je vous recommande vivement sa lecture. Je le montre à l'écran. Il y a un monsieur qui s'appelle Éric Emeraud, qui a publié, c'est pas de la pub pour lui, hein, aux éditions Plomb, je crois que c'est en septembre 2019 ou 2020, mais le livre est encore dans les bacs, un document qui s'appelle « La traque et mon métier ». Ce monsieur Emeraud, c'est un colonel de gendarmerie, c'était le chef du service de l'Office central génocide crime contre l'humanité, chargé de traiter tous les dossiers. Il explique, alors, on ne sait pas trop quand on lit son livre si les personnages sont réels ou emprunts. Enfin, il semblerait que c'est un récit un peu romancé, nuancé, et que en fait, les personnes qui sont citées correspondent pas à des personnes qui ont été poursuivies. Enfin, j'espère d'ailleurs, parce que c'est quand même embêtant de parler de ces dossiers en enquête. Bon. Enfin, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit cet ouvrage, on nous explique, le modèle explique la manière dont il voit les choses, la manière dont il appréhende les choses. Et il y a tout un passage en particulier sur cette dimension politique. Et il y a tout un passage sur le dossier de l'attentat où il explique, lui, chef quand même du service office central, que il a été, le service attendait avec impatience la position du procureur à la fin de l'instruction, des réquisitions non lues en clair, et que c'était un élément assez important pour la suite du travail de cet office. Donc, c'est la matérialisation. C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est-à-dire que dans cet ouvrage,
colonel de gendarmerie, lui, il explique que, en réalité, le dossier de l'attentat, s'il n'avait pas été sacrifié, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire, eh bien, les dossiers génocides, diligentés par l'Office central, en réalité, beaucoup n'auraient pas abouti. Non, merci, merci de me passer la parole. Ce n'est pas vraiment une question. Je voudrais tout d'abord féliciter Maître Philippe. J'ai suivi depuis très longtemps donc, son action donc, dans la lutte que le peuple rwandais mène pour que la vérité puisse être rétablie. J'ai continué donc à suivre son action et je voudrais le remercier ici parce qu'il a tout fait pour essayer d'aider nos compatriotes. La préoccupation que j'ai maintenant, donc quand je vois donc les agissements des dirigeants français qui font que la dimension politique prend le dessus. C'est ce que moi je vois. Je vois que la dimension politique prend le dessus sur la dimension judiciaire. Je voudrais donc demander l'avis du Maître Philippe. Et si nos compatriotes qui sont accusés, soupçonnés par le gouvernement de Kigali, si nos compatriotes pourront vraiment obtenir justice en France, parce que la dimension politique vraiment a un poids très, très, très dur. J'ai peur que nos compatriotes, et notamment comme vous l'avez mentionné, docteur Rwamucho, il y a un autre docteur Sosten Munyemana, et ainsi d'autres personnes qui sont déjà accusées. Et donc, j'ai peur que ils n'auront pas vraiment justice. Est-ce que c'est mon sentiment? Quel est votre point de vue, maître, sur ce qui se passe actuellement sur le plan politique et s'il n'aura pas vraiment des incidences donc sur la dimension judiciaire? Donc, je vous remercie. Alors, effectivement, j'ai parlé de pas mal de choses, mais je crois qu'il faut aborder maintenant aussi la question des procès et comment se passent effectivement ces procès. Parce que, pour répondre directement à votre question, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en France dans un système de procédure dit inquisitoire, par opposition au système anglo-saxon de la justice internationale, qui est un système accusatoire, où le rôle des avocats et de la défense en particulier est cantonné par rapport à celui qui peut être le rôle de la défense dans un système accusatoire. Et ce qui, de manière générale, parfois critiqué, mais qui, me semble-t-il, dans les dossiers dont nous parlons, est un réel problème. C'est un réel problème, et même au-delà. Je m'explique. Je vous expliquais tout à l'heure que l'instruction, beaucoup de choses, ou quasiment tout, se passait au Rwanda. Beaucoup de choses se passent au Rwanda. Les auditions, les confrontations, etc., les lieux. Le problème, c'est que nous autres avocats français n'ont pas la possibilité d'aller sur place, voir les lieux, et encore moins, mais ça serait le cas si on avait la possibilité d'aller sur place, d'enquêter, de chercher des témoins, etc. Ça nous est interdit dans la procédure française.
Nous, tout ce qu'on a le droit de faire, c'est de lire le dossier que le juge prépare, de lui demander de faire un certain nombre de choses, d'aller là où il n'a pas été, d'auditionner des personnes qu'il n'a pas entendues, de confronter avec des gens qu'il n'a pas entendus, mais j'ai envie de vous dire, en cas de caricatural, qu'il faut lever son petit doigt, demander, monsieur le juge, madame le juge, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, il se trouve que, peut-être c'est le fruit de l'expérience ou le fait de connaître quand même ces dossiers, c'est vrai que j'ai la chance que certains constate que souvent les juges acceptent de faire droit à un certain nombre de demandes. Mais parfois, on a soit des refus, soit l'incapacité d'obtenir la justice, d'obtenir je dirais, un certain nombre de renseignements. Donc, il faut comprendre que on a réellement cette difficulté. Alors, à ça s'ajoute le fait que lorsque les dossiers arrivent en procès, jugement, bon, il y a 3 affaires qui sont arrivées à ce stade-là, il y en a d'autres qui vont faire l'objet de procès, il y en a notamment une au mois de mai là, qui va débuter, je crois concernant l'ancien préfet M. Bouchi Baruta, dans la cour d'assises pendant 2 mois. Alors, là, il y a d'autres difficultés qui apparaissent. Notamment, il y a une chose, c'est que la cour qui juge, c'est une cour d'assises classique, c'est-à-dire, on appelle ordinaire dans notre jargon, c'est-à-dire composée à la fois de juges professionnels, 3, et de jurés non professionnels tirés au sort à partir des listes électorales. C'est très différent de ce qui se passe évidemment au tribunal international où on a affaire à des professionnels. Alors, vous me direz, il y a d'autres difficultés, j'entends, mais enfin, on a quand même affaire à des gens qui sont des professionnels de la justice et qui sont censés avoir étudié le contexte dont il s'agit. Et au niveau d'autres juridictions internes, notamment par exemple du Canada, je crois qu'il s'agit de juges professionnels et non de jurés non professionnels. Donc ça, vous l'imaginez bien, ça pose une difficulté parce que les dossiers sont jugés donc par cette cour, composée majoritairement de jurés qui, et on ne peut pas le reprocher, ne connaissent pas très bien à la base le sujet, ou assez peu, ceux qui le connaissent un peu. Et alors, c'est pour ça que dans ces procès, on a partie est consacrée avant d'entrer dans les faits qui sont reprochés. Une partie est consacrée importante au contexte. Mais le contexte, voilà, alors, le contexte, donc chacun peut effectivement citer un certain nombre de témoins pour venir expliquer le contexte du Rwanda en avril 1994, le contexte de la région, etc., avec la possibilité de faire visionner les films, etc. Mais il est vrai que dans l'organisation des procès, on a aujourd'hui quand même un certain nombre de témoins qui ont une présentation du contexte qui est le contexte officiel tel qu'il est rapporté dans les médias français. Et donc, voyez finalement où je veux en venir, c'est-à-dire que dans ces procès, on a quand même une difficulté qui est aussi la difficulté de faire prendre en compte la réalité actuelle du pays. Alors, quand je vous dis contexte, on s'intéresse principalement au contexte de 1994 et beaucoup moins au contexte actuel. Alors qu'il est tout aussi important parce que les témoins sur les faits qui sont entendus à la suite de cet examen du contexte, évidemment, ils peuvent être sujets à des pressions, dirons-nous, voilà, en tout cas, certainement d'objectivité et de sérénité.
en tout cas, il y a un contexte politique au Rwanda qu'on ne peut absolument pas occulter et qui est assez difficilement, pour aujourd'hui, ce qui est le cas de ce qu'on peut voir dans les premiers procès, assez difficilement pris en compte. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, ces procès sont difficiles. Maintenant, encore une fois, vous parlez d'un procès qui doit avoir lieu au mois de mai, il y en aura d'autres et il y aura effectivement, il faut absolument que les choses puissent quelque part s'améliorer, pas de ce point de vue-là. OK. Merci. Bonjour, Maître Philippe. Moi, c'est Bonheur. J'ai une question. Donc, je voudrais savoir, on sait que la France a été reconnue comme un pays de droit. Mais quand on observe la relation entre le Rwanda et la France à l'époque du président Juvenal Habyarimana, on a tendance à penser qu'en France, il n'y a plus de justice en face des intérêts politiques jusqu'à sacrifier même les Français. Je vais dire ceux qui sont tombés dans l'avion avec le président Juvenal Habyarimana. Mais quelle est votre lecture par rapport à ce point? Si vous voulez, aujourd'hui, alors pour parler effectivement de mes raisons, vous parlez des citoyens français, partie civile française qui sont dans cette affaire de l'attentat, qu'on n'entend pas, qu'on a très peu entendu, et quelque part, ça aurait été sans doute bien aussi de les entendre, parce que l'affaire de l'attentat, ce n'est pas qu'une affaire franco-rwandaise, c'est une affaire aussi, je dirais, qui concerne des familles françaises. Maintenant, je crois qu'effectivement, il y a, j'en ai parlé assez longuement tout à l'heure, il y a un contexte politique qui s'est exprimé dans le processus judiciaire au travers de l'attitude de l'accusation du ministère public. Bon, il faut comprendre que dans un procès, le ministère public, l'accusation, le procureur, c'est une partie, et une partie importante. Bon. Et que quand on ne peut pas, si vous voulez, à l'issue d'une instruction, envisager d'organiser un procès si le procureur n'entend pas soutenir l'accusation. À la différence du système anglo-saxon accusatoire, ce n'est pas le procureur l'acte d'accusation du procureur qui saisit le tribunal, mais l'acte d'accusation, c'est le juge, la cour qui l'émettent, mais il faut bien avoir en tête qu'elles auront du mal à le lancer, à l'émettre, à saisir une cour, juger, s'il n'y a pas un procureur qui accuse. Et dans l'affaire de l'attentat, c'est précisément ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis 2008, l'époque que j'ai située tout à l'heure, l'épisode d'arrestation en extradition de Bosca Bouillet, le parquet a fait comprendre qu'il ne soutiendrait pas l'accusation. Bon. Et on peut imaginer, alors officiellement pour des raisons liées à ce qu'il manquerait d'éléments, etc., etc. Après, la réalité, c'est que dans le système judiciaire français, le parquet n'est pas indépendant, à la différence du juge. Donc l'impact du politique sur la procédure, on la trouve au travers, je pense, de l'attitude du ministère public, du procureur, qui prend soin depuis 15 ans de ne pas soutenir l'accusation, ce qui fait qu'au bout de l'instruction, au moment où il s'agit pour les juges de prendre une décision,
il n'est pas envisageable pour eux d'organiser un procès, sachant que le procureur ne soutiendra pas l'accusation au procès. Donc, voilà comment, si vous voulez, les choses se passent. Alors, si on poursuit le raisonnement un peu plus loin, c'est problématique encore aujourd'hui, parce que on évoquait tout à l'heure, on me posait la question, à la suite du non-lieu, qu'est-ce qu'il est possible de faire? On parlait d'un recours en Cour européenne qui est très particulier, qui en réalité ne permet pas d'aboutir à la manifestation de la vérité, mais simplement éventuellement de sanctionner une décision d'un État, en l'occurrence français. La question qui pourrait se poser, c'est une reprise de l'instruction pour charge nouvelle. C'est-à-dire si, admettons, de nouveaux éléments sont révélés, de nouveaux témoignages apparaissent, il est possible de demander de reprendre le dossier à l'instruction. Mais voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est que dans notre système, c'est au procureur qu'il faudrait demander de rouvrir l'instruction. Le procureur qui, comme je vous le disais à l'instant, depuis 15 ans, prend soin de ne pas soutenir l'accusation. Donc, autant vous dire que dans la configuration actuelle, il y a finalement très peu de chances, quasiment aucune, que le procureur accepte de rouvrir une instruction. Une autre question, c'est que je ne sais pas si peut-être vous avez parlé de ça dans votre présentation parce que je n'étais pas sur place, ou bien si la question a été posée, mais aujourd'hui, ce qui concerne les Rwandais qui suivent la situation, on parlait toujours des non-liens. Le non-lien, aujourd'hui, on voudrait savoir exactement est-ce que l'affaire est terminée et close ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que le non-lien, en termes juridiques, nous, moi personnellement, je ne suis pas je comprends. Yeah. Mais bon, donc, on veut savoir exactement, est-ce qu'il y a une autre possibilité que ce procès puisse être réouvert ou pas? Alors, c'est ce que j'étais en train d'expliquer finalement à l'instant, si vous voulez, c'est que, alors, le non-lieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, le juge dise, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, juge d'instruction, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'arrête et on prend une décision. C'est ce qui s'est passé fin 2017. Le juge a dit, moi, j'arrête les autres. Alors, c'est d'ailleurs intéressant de se remémorer pourquoi, le contexte dans lequel l'instruction s'est terminée. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le juge a dit, moi, j'arrête. À partir de là, il a transmis le dossier au procureur qui a donné un avis. Comme vous pouvez l'imaginer, et pas forcément d'ailleurs pour des raisons liées au dossier en lui-même, mais parce que c'est pour des raisons autres, politiques, il y a eu effectivement une demande de non-lieu du procureur qui donne non-lieu que le juge d'instruction a suivi. Mais alors, il faut quand même se rappeler les circonstances dans lesquelles… Alors pour en venir, je termine pour répondre à votre question. Alors, ça veut dire que, voilà, c'est la position de la justice française de dire à un moment donné, il n'y a pas d'éléments suffisants pour un procès contre qui que ce soit. Parce que c'est pareil, on aurait pu imaginer, il y a, vous savez, aussi bien que moi, plusieurs personnes, 8 qui ont été mises en examen en 2008 et en 2010. Les 8 ont bénéficié d'un non-lieu. On aurait pu imaginer, ça arrive souvent dans les procès criminels, qu'on estime sur les 8 personnes, il y a des charges suffisantes pour certains d'entre eux et des charges insuffisantes pour d'autres. Là, on a estimé que c'était la même chose. Déjà, et pas forcément habituel. Pour autant, j'ai envie de vous dire qu'un non-lieu, ça a moins d'implication qu'un acquittement. Parce qu'un acquittement, à l'issue d'un procès d'assises, on ne peut plus rien faire.
C'est-à-dire que si on est acquitté pour participation à l'attentat, même s'il y a de nouveaux témoignages qui apparaissent plus tard, il peut y en faire de nouveaux éléments. Là, dans la configuration de non-lieu, s'il y a de nouveaux éléments, de nouveaux témoignages, ou, comme par hasard, la fameuse enquête secrète du TPIR, dont on connaît maintenant, dont le rapport a été divulgué par Julie River, qu'on arrive à obtenir, et bien on peut s'en servir pour demander l'ouverture de nos dossiers pour chaque. Donc, tout n'est pas perdu, si j'ai envie de vous dire. Le problème, je reviens à ce que je disais dans la question précédente, c'est que celui qui est habilité à ordonner la reprise de l'information, c'est le procureur. Donc, évidemment, tout porte à croire qu'il n'est pas indépendant et en tout cas pas insensible à la dimension politique des choses. Alors, ça, c'est pour répondre à votre question. Ce que je voudrais préciser, j'ai abordé en débutant la réponse, c'est que moi, j'ai quand même en tête, ça a beaucoup marqué, c'est les circonstances dans lesquelles le juge français d'instruction a mis fin à l'instruction fin 2017. Il a rendu l'ordonnance fin 2018 et l'instruction s'est achevée fin 2017. La troisième fois qu'elle s'est achevée, parce qu'elle s'était achevée d'autres reprises avant. Elle s'est achevée dans un contexte très particulier parce qu'il devait y avoir chez le juge une confrontation entre un témoin qui s'était manifesté peu de temps avant et plusieurs des mises en examen. Bon, ce témoin avait été entendu quelques mois plus tôt, le juge avait trouvé tout à fait convaincant, et à notre demande, à la demande des parties civiles, il a organisé une confrontation. Et à la confrontation, tout le monde le sait, puisqu'il y a eu de nombreuses communications par la presse, donc les mises en cause, mises en examen, ont choisi de ne pas venir, et leurs avocats ont écrit au juge, et ce qu'ils ont écrit au juge, ils l'ont publié sur Internet pour expliquer qu'il n'y avait aucune raison de venir être confronté à ce témoin. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans n'importe quelle procédure en France, si vous avez mis en examen une affaire criminelle qui s'amuse à faire une chose pareille, soyez sûr qu'il y aura une réaction rapide et ferme, et heureusement même. Le parquet, le procureur demandera qu'on aille chercher, qu'il y ait des mesures contenues dans les examens. Et là, dans ce cas précis, il n'y a eu aucune initiative du procureur. Alors, on comprend bien que dans ces conditions-là, le juge d'instruction se soit résigné et s'est dit finalement, ça ne servait plus à rien de continuer son instruction s'il y avait une telle inertie du côté du parquet et que de toute façon, le parquet ne soutiendrait pas l'accusation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc, on voit très bien, à travers de ce que je vous dis, le rôle assez central dans notre procédure de l'accusation, qui, encore une fois, a abandonné son rôle dans l'affaire de l'attentat depuis 2008. C'est une petite question que je voulais poser. On voit que le politique a pris le dessus sur ce dossier de l'attentat. Est-ce que si le président actuel qui soutient monsieur Paul Kagame n'était pas élu pour la deuxième fois et qu'il y a changement à la tête du pouvoir, est-ce que pensez-vous qu'avec de nouveaux éléments, il y a lieu, on peut justement donc on peut reprendre le dossier à la justice, ou bien qu'est-ce qui peut se passer si jamais la tête du pouvoir français s'était changée? Croyez-vous qu'il y a moyen de changer la situation ou bien? Écoutez, je ne connais pas suffisamment, enfin,
je connais pas là, on est sur des sujets qui dépassent un peu, je pense. Non, puisqu'on dit que s'il y a de nouveaux éléments, oui, donc le dossier n'est pas clos. Non, mais c'est surtout la question qui est posée, c'est en clair si l'actuel président n'est pas réélu et donc c'est je dirais, l'autre candidate qui est élue, est-ce que ça va changer quelque chose sur entre guillemets, la politique de la France? Alors, bon, si on écoute j'en écoute. C'est difficile de répondre à cette question très objectivement. Moi, je sais d'ailleurs pas si l'autre candidate qui est opposée à l'actuelle présidence a véritablement s'est intéressé, et on pourrait comprendre que non, s'est véritablement intéressé au sujet. Ça, je crois pas qu'on puisse le faire. Après, quand on parle de dimension politique, c'est pas forcément lié à la personne. Bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'à un moment donné ou à des périodes données, un État, que ce soit l'État français ou l'autre, il a un intérêt par rapport à un autre État qui n'est pas l'intérêt de son dirigeant, c'est l'intérêt de l'État. Voilà. Donc, ces dernières années, l'État français considère, moi je n'analyse pas les choses sous l'angle de telle personne, que son intérêt, quelque part, c'est que ce dossier d'attentat peut-être n'aboutisse pas. Et cet intérêt de l'État s'exprime au travers de la position du ministère public, qui est quand même, rappelons-nous, le représentant de l'État dans une procédure pénale. Le ministère public, ce n'est pas le représentant d'un dirigeant, c'est le représentant de l'État. Donc, on peut imaginer que les choses pourraient changer, mais on ne peut pas exclure qu'elles ne changent pas forcément. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment de compétences pour faire des prédictions. Je peux reposer la question comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que ce dossier n'aboutisse pas. C'est ce que je pense. Alors, il y a l'ONU, il y a la France, il y a le Rwanda, il y a l'opposition rwandaise qui veut que le dossier soit présenté à la justice tel qu'il est. Parce que personnellement, je suis persuadé que les éléments qui sont dans le dossier sont suffisamment, donc le dossier est suffisamment outillé pour être présenté devant la justice. Bon. Alors, voilà. On avance, c'est comme dans un champ, on va planter, on va d'abord cultiver le champ, et puis après, on va chercher la semence, et puis on va planter. Mais dans le dossier rwandais, dans ce dossier, c'est que les gens veulent aller planter dans un champ qui n'a pas été cultivé. Parce que le dossier de l'attentat, c'est la tête du dossier. C'est vraiment c'est cela qui a déclenché et les massacres et le génocide, pour moi. Il n'y a pas de doute. Alors, comment on avance dans tout ça, dans les préambules, sans que le dossier en soi n'avance pas? Qui a intérêt à ce que ce dossier n'aboutisse pas? Le Rwanda, je sais. Mais la France a perdu ses citoyens dans cet avion. Et l'ONU a l'avantage qu'il soit lavé dans ce dossier. Alors, pourquoi ce dossier vraiment je ne parviens pas à comprendre qui a intérêt à ce que ce dossier n'aboutisse pas réellement. Écoutez, alors, il y a quelque chose je dirais, de tout à fait, d'ailleurs, intéressant dans ce que vous dites, c'est que la première, tout à l'heure, je vous parlais des procès en France et du contexte qui est rappelé, un début de procès, notamment aux jurés, aux professionnels, qui ne connaissent pas forcément l'histoire du pays. Ce qui est vrai, ce qui est frappant, c'est qu'on explique à ces jurés que le point de départ des événements dramatiques que le mandat a connus entre avril et juillet 1994
Alors, on remonte au-delà, mais l'élément déclencheur, c'est l'attentat. Et on leur explique forcément qu'il y a une procédure qui est menée en France, mais qu'au final, il y a un non-lieu et qu'on n'est pas capable de déterminer qui a fait tout. Donc, imaginez quelque part, je mets à leur place, les vêtements dans lesquels ils doivent se trouver. On leur dit, écoutez, voilà, là, on vous demande de juger quelqu'un qui est accusé d'avoir participé à un titre ou à un autre génocide. Donc, le génocide a eu lieu dans telle période, il a été causé par tel événement. Et cet événement-là, on a ouvert une instruction, 20 ans d'instruction, et puis au final, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est quand même c'est quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui m'intrigue avec l'institution ONU. Qui va accuser l'ONU? Parce que, voilà, ils ont accepté que c'est eux qui ont initié les enquêtes sur cet attentat selon la résolution 955 que le génocide a eu lieu entre le 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994. Mais voilà, l'ONU revient derrière, il accepte que le génocide commence le 1er octobre, donc le jour où le FPR entre au Rwanda, le 1er octobre 1990, jusqu'en décembre 1994. Et c'est la même institution qui accepte deux thèses de faits plutôt. Mais vous savez, oui, mais alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que, alors, parmi les acteurs du tribunal international, il y a notamment l'ancienne procureure, Madame Delbonté, qui a écrit un ouvrage qui s'exprime de temps à autre. Il arrive même d'être témoin dans certaines procès, qui a clairement dit dans son ouvrage que de toute façon, elle avait compris que, et d'autres, qu'il était impossible d'enquêter sur l'attentat et les crimes commis par le FPR, sans quoi l'activité du tribunal international était conduite à suspendue ou arrêtée. Bon, quelque part, ce que je disais tout à l'heure, en France, ce n'est pas dit de la même façon, mais on peut considérer que c'est implicite, ou en tout cas, on arrive un peu à la même situation. C'est-à-dire qu'il est évident que si le dossier de l'attentat avait débouché sur un procès, c'était quand même l'issue la plus naturelle. Une affaire de cette nature, avec autant de personnes en examen, c'est quand même rare qu'il n'y ait pas un autre. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Alors, maintenant, dans tout ça, il y a un non-lieu. Alors, je vous dis, le non-lieu a des avantages, entre guillemets, par rapport à un acquittement, puisqu'il peut y avoir une suite, une reprise d'information. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de process, arrêter une enquête comme ça, sans procès public, je trouve que ça a quelque chose d'extrêmement choquant, surtout pour les parties civiles, celles que je représente et les autres. C'est-à-dire que, un peu la moindre des choses, là actuellement en France, il y a le procès des attentats du 13 novembre qui dure depuis quasiment 6 mois, prévu pour durer 8 ou 10 mois. Il y a d'autres procès de cette nature. Bon, un événement comme l'attentat du 14, je pense qu'il nécessite plus qu'une audience de quelques heures devant la cour d'appel, la chambre d'instruction, la cour d'appel de Paris. C'est justifié en réalité un procès qui dure plusieurs mois et au cours duquel on débattra vraiment de tous les éléments qu'il contient. Parce qu'aujourd'hui, ce dossier, il est resté à l'instruction. Certains ont fait fuiter des éléments qui les intéressaient. Bon, et ceux qui ne les intéressaient pas, ils ne les ont pas fait fuiter. Mais en réalité, ceux qui connaissent le contenu, c'est comment les avocats, les parties, ceux qui ont accès au contenu du dossier. C'est un dossier qui comporte
des dizaines de milliers de pages et dont le contenu secret. Ouais. J'ai un autre élément concernant le procureur, comment il s'appelle, Horrigan, l'Australien, qui a fait les enquêtes au Rwanda sur place. Et j'ai lu dans son document que ce n'est pas seulement M. Kagame qui est accusé dans ce dossier, mais il y a aussi des Américains. Est-ce que les noms des Américains auraient fait peur aux Français pour ne pas présenter le dossier devant la justice? Moi, je ne sais pas. Non, mais il est évident que c'est une question. Quand je dis que, effectivement, on peut penser qu'il n'y ait pas intérêt à ce qu'il y ait un procès, alors, comme vous l'imaginez, ce dossier comporte, je le disais à l'instant, d'innombrables informations. Il y a des dizaines de milliers de pages, des informations, on va dire de toute nature. Enfin, il y a des informations qui sont de contexte, etc. On peut estimer que peut-être aussi, il n'y a pas que l'État rwandais qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un procès. pour parler très clairement, on peut imaginer que d'autres grands États, comme celui que vous venez de citer, estiment que il n'y a pas de procès à dire. D'ailleurs, je renvoie à l'ouvrage de Mme Del Ponte. Mme Del Ponte, elle parle d'un certain nombre d'autorités américaines qui lui ont mis un peu des bâtons dans les roues. Voilà. Donc oui, on comprend bien que il n'y a pas que le Rwanda et éventuellement par voie de conséquence la France qui ne veuille pas ou ne veut pas intérêt à ce qui est son procès. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, à comprendre pourquoi un événement de cette nature ne puisse pas donner lieu à un procès. C'est évident. Et je dirais même que les parties civiles auraient préféré qu'il y ait un procès et éventuellement se solde, parce que parfois ça arrive par un acquittement, plutôt qu'une décision de non-lieu couchée sur du papier qui leur soit notifiée par la poste. Parce que l'ordonnance de non-lieu, elle a été prise à l'écrit. L'appel devant la cour d'appel de la chambre d'instruction a eu lieu hors la présence des familles. Ce n'est pas prévu. Les familles ne sont pas présentes. Donc, la décision de non-lieu, elle est prise avec les familles, les victimes, totalement mises à l'écart du processus. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas d'un procès où les familles sont amenées à être présentes, éventuellement témoigner, et en tout cas observer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a effectivement il y a une volonté quelque part assez profonde qu'il n'y ait pas de procès de la au niveau international et forcément au niveau. Merci, Maître Melac. Merci. Bon, je vais être obligé d'arrêter parce qu'il est 20h30. Oh, OK. Maître, j'avais, s'il vous plaît, je voudrais tout simplement avoir votre commentaire par rapport au rapport de Vincent Duclercq qui accuse la France des responsabilités lourdes et accablantes. Et ce que vous pensez des propos de l'actuel ambassadeur de France au Rwanda qui a dit que la France, la Belgique et le Zaïre ont facilité ou autorisé les massacres, les génocides. Alors écoutez, le rapport Duclercq, moi ce que je considère, mais c'est l'opinion d'un avocat et c'est une opinion d'un avocat focalisé sur les procédures judiciaires, c'est que pour les procédures judiciaires dont la justice française est chargée, je pense qu'il n'apporte pas grand-chose, même quasiment rien. D'ailleurs, bon,
on le voit assez clairement, et je pense qu'il obéit à une logique qui est complètement différente. Alors, vous faites bien de faire le lien entre ce rapport et l'interview, j'en parlais tout à l'heure, de l'ambassadeur de France au Rwanda, parce que l'ambassadeur de France au Rwanda, qui a été nommé l'année dernière, hein, puisqu'il y a eu une longue période il n'y avait pas d'ambassadeur français au Rwanda, puisque l'année dernière, et l'ambassadeur, effectivement, cite un certain nombre d'événements, 4 événements, comme ayant permis une reprise solide des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Il cite notamment le rapport de la commission. J'ai envie de vous dire, c'est intéressant, parce que ce que dit l'ambassadeur du rapport du Clerc montre en réalité bien l'intérêt de ce rapport et ce pourquoi il a été commandé et réalisé. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le cadre de la reprise des relations diplomatiques. Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'observe, je ne passe pas mon temps à observer les relations de la France et le Rwanda, mais par la force des choses, comme ça joue un rôle sur les dossiers, on est bien obligé de s'y intéresser un minimum, c'est que, oui, en réalité, c'est que ce rapport, il n'a pas je dirais, voilà, il n'a pas véritablement, il a un intérêt qui me paraît finalement assez, qui me paraît assez limité. Et il traduit quand même une chose, en tout cas l'utilisation de le rapport en lui-même, c'est que on sait très bien que le régime rwandais actuel a construit toute sa légitimité, en tout cas l'essentiel, sur le traitement d'un certain nombre de dossiers liés aux événements de 1994. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, si on veut, c'est plus qu'une impression, c'est qu'en réalité, si on veut pouvoir construire une relation solide avec le Rwanda, je ne sais pas quand on s'appelle la France, c'est peut-être le cas aussi de la Belgique, mais c'est qu'il faut montrer un certain nombre de gages. Et que le rapport du Clerc, c'est certainement un gage qui a été demandé pour pouvoir, une fois, aller vers des relations diplomatiques qui sont solides. Et ce rapport, la manière dont l'ambassadeur, dans cette interview, qui est quand même remarquée du mois de janvier, le dit, ça confirme, je dirais, ça confirme bien une chose. Ok. Gaston? Excusez-moi d'être arrivé en retard. Je vous remercie de m'avoir accueilli ici sur votre chaîne. J'avais juste une petite question. Et maître, est-ce qu'on peut avoir encore confiance en la justice française vu que elle est, au vu de tout le monde le voit, on manipule la réalité, on essaie de cacher, on fait semblant, enfin on fait pas semblant, on protège carrément les criminels. Moi, au moment des événements le 6 avril, j'étais à Ndera, donc c'est une colline qui est en face de Masaka. J'étais à ce jour-là, ce soir-là, j'ai tout vu, mais quand on voit la façon dont la justice française fonctionne, on peut se poser des questions. On peut se demander si c'est encore possible de faire confiance en la justice française. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bon, vous comprenez bien que moi, de par mes fonctions, je ne peux qu'avoir, je ne peux effectivement que considérer utile de poursuivre nos investigations, même si nous rencontrons des obstacles, effectivement. La question que vous posez, ça renvoie, je dirais, c'est pas propre au sujet du jour, mais ça renvoie au processus judiciaire. Dans un processus judiciaire, il y a différents acteurs, et au niveau des magistrats, il y a ceux du siège et ceux du parquet. J'ai expliqué plusieurs fois depuis
entretien que ce n'est pas véritablement les juges du siège, me semble-t-il, qui ont posé des difficultés. C'est des gens indépendants, c'est des professionnels. Il disait tout à l'heure qu'il y avait des magistrats qui avaient organisé des confrontations entre le témoin et les personnes en cause. Donc, il y en a eu d'autres avant, et M. Trévidic de la même façon. Mais il y a aussi l'accusation, le procureur, et le procureur, c'est un élément déterminant. Alors, sur le papier, on est censé, les parties civiles, la défense et le procureur, constituer trois parties avec des droits équivalents, mais en réalité, on sait très bien que l'accusation a un poids, si c'est un poids supérieur, en tout cas, sa position est une donnée incontournable qui permet ou pas d'aller vers un procès. Et donc, si vous avez une accusation qui finalement ne joue plus son rôle en disant « moi, je ne veux pas poursuivre, on ne poursuit pas », bon, et on comprend aussi pourquoi, le processus judiciaire, il peut plus avancer. Et c'est précisément ce qui s'est passé, puisque dès 2008, je disais tout à l'heure, à l'occasion de l'arrestation de Bosca-Bouillet, on a compris assez vite que le parquet, le procureur, ne voulait pas poursuivre. Alors, les juges d'instruction, M. Trévidic, après M. Herbeau, ils ont quand même continué, fait des actes, organisé un certain nombre de choses, mais on savait très bien que de toute façon, le parquet finalement, ne bougerait pas. Voilà. Et quand on est arrivé au bout de l'instruction, qu'il a fallu prendre une décision, forcément que la position du procureur, beaucoup plus que celle de la défense, des personnes en examen, la position du procureur pèse très lourd. Parce que quand vous avez un procureur dans une affaire criminelle qui vous dit « non, non, mais il faut un non-lieu », sous-entendu, s'il y a un procès, moi je ne soutiendrai pas l'accusation, comment voulez-vous que les juges d'instruction décident d'aller plus loin? Merci, maître. Je pense qu'on va recevoir pas plus de 2 questions maintenant, si vous permettez. Mais ma dernière question, en fait, c'est de savoir, est-ce que vraiment vous pouvez nous parler un peu sur les planificateurs? Parce qu'aujourd'hui, on parlait de Kagame et Museveni en tant que planificateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des éléments qui peut justifier ou bien qui peut éclairer un peu le public? Sur quoi donc? Je n'ai pas saisi, pardonnez-moi. Les planificateurs, parce qu'aujourd'hui, on parlait de planificateurs, Kagame et Museveni. Oui, alors, bon, si vous voulez, ça c'est un sujet… moi je n'ai pas la prétention, même si je suis, comment vous dire, le nez dans les dossiers liés au Rwanda, l'attentat et autres depuis un certain nombre d'années, d'écrire l'histoire ou plutôt de réécrire l'histoire. Ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est que dans ces événements malheureux, le problème, mais ce n'est pas un cas isolé, c'est qu'on a voulu écrire l'histoire à chaud. Avant que les procès soient menés, aboutissent. Bon. Et alors, il y a un certain nombre de gens, historiens, chercheurs ou autres, qui ont voulu écrire tout de suite l'histoire. Bon. Ils ont fait bien évidemment beaucoup de mal. Et dans ces personnes-là, il y en a heureusement qui ont évolué, qui ont, en évoluant, finalement reconnu qu'elles avaient sans doute écrit l'histoire peut-être un peu trop vite les choses, et qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ça sera… mais moi, je crois qu'on peut tirer véritablement de conclusions, y compris celles dont vous parlez, que si on arrive au bout d'un certain nombre de processus et de procès, et que notamment, tant qu'on en sera là où on en est actuellement au procès d'attentat, ça sera toujours très compliqué d'écrire l'histoire, parce qu'il y en a qui on vous dira « Ah ben oui, mais l'attentat, c'est le fait d'un tel, l'attentat, c'est le fait… » Mais tout à l'heure, on le voit bien d'ailleurs dans nos procès. Dans nos procès, on présente le contexte,
on remonte à loin dans l'histoire du Rwanda, 1959 et même avant. On déroule le fil de l'histoire, on arrive à 1990. Et puis, avant d'aborder les périodes d'avril à juillet, arrive le 6 avril, et là, bon, alors, le 6 avril, alors c'est une certitude, l'avion du président a été abattu alors qu'il est rentré de Dar es Salaam, mais on ne sait pas parti. Donc, moi, je crois que ça sera ma conclusion, c'est que, effectivement, le dossier de l'attentat, il est déterminant, je dirais, parce que c'est censé qu'un événement pareil ne fasse pas l'objet d'un procès, mais c'est surtout que je ne vois pas comment on peut écrire l'histoire sans controverse majeure si cet événement n'est pas judiciairement éclairci. Merci, Maître Philippe. Je ne sais pas, comme je disais, que si vous permettez… C'est comme, juste une comparaison, c'est comme si, en toute proportion gardée, on écrivait la guerre de 14-18 sans savoir qui a assassiné François Ferdinand en 1914. C'est à peu près de ce niveau-là. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que c'est… Il y a quelqu'un qui… Je rappelle aux téléspectateurs qu'en fait, cette émission va passer sur la radio Inyingi, la Ipfundo TV, ici Nijuru et Bonheur TV. Je ne sais pas s'il y a d'autres peut-être qui pourront… des journalistes qui sont là. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous permettez, Maître Philippe, pour qu'on puisse prendre au moins deux questions? Écoutez, oui, rapidement, parce qu'il est déjà 20h45. OK, Gaston. Merci beaucoup, Maître. Juste une dernière question. Et c'est juste pour avoir votre point de vue. Comment ça se fait que cette justice française ne prend pas la peine d'écouter ceux à qui on prête ce génocide sans qu'il y ait une enquête indépendante? Parce que jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il y ait une enquête indépendante. Parce que ce que juge Bruguière avait fait, on a jeté dans la poubelle, on a juste voulu mettre en place un juge qui était pour le pouvoir de Kigali. Comment ça se fait que cette justice française n'approche pas les Hutus, pour dire les choses, et qui était opposé à FPR pour exactement pouvoir savoir ce qui s'est passé, et que jusqu'à maintenant, on pointe toujours du doigt les mêmes. Est-ce qu'un jour, ils auront, selon votre expérience, ils prendront la peine de se dire, ben, il faudrait peut-être qu'on écoute l'autre partie, ou bien c'est fini pour Dobo, on va blanchir M. Kagame et continuer à l'entretenir jusqu'à l'éternité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que je veux vous dire surtout, c'est que, bon, encore une fois, et c'est un peu le problème, c'est que on a depuis l'affaire de l'attentat, elle a fait l'objet de 20 ans d'instruction, de 1998 à 2018. Bon. Il y a eu 3 juges d'instruction qui se sont succédés. Ils étaient 2 à chaque fois, mais il y a à chaque fois 3 qui ont véritablement dirigé le dossier. On a, en fonction des éléments de ce dossier qui ont filtré, on a attribué à ces juges des positions qui n'étaient pas forcément la leur. Je vous donne un exemple. Quand le juge Trévidic a ordonné une expertise qui l'a conduit à se rendre au Rwanda, on a parlé des conclusions du juge Bruguière, d'autorité Kigali en premier lieu d'ailleurs. Mais ce n'était pas du tout les conclusions du juge Bruguière, c'était les conclusions de plusieurs experts de différentes disciplines qui se sont rendus sur place, dans des conditions qu'on peut critiquer, qu'on a critiquées, qu'on peut contester, etc. Mais ce n'est pas les conclusions du juge. Bon. Donc, vous voyez,
je crois qu'il faut être prudent là-dessus, c'est que les juges d'instruction, les juges du siège, pas procureurs, les juges d'instruction qui sont des gens indépendants, je ne suis pas certain qu'ils aient, comment vous dire, enfin, il n'y a aucune collusion avec les autorités rwandaises. Et je pense même plutôt qu'ils ont toujours envisagé, enfin, c'est pas que je pense, en fait, ils n'ont envisagé qu'une seule, véritablement, ils n'ont creusé qu'une seule hypothèse, qu'une seule piste. C'est la piste du FPR. Alors, ceux qui vous disent aujourd'hui qu'on a creusé toutes les pistes, etc., ça c'est une présentation erronée. Au départ, en 98, en 2000, il y avait effectivement plusieurs hypothèses très différentes. Hein. Les extrémistes, on va appeler les extrémistes tout, les pistes étrangères, les Belges, les Français, enfin bon, il y avait moins 5 ou 6 ou 6 ou 7. Il y a eu. Mais ensuite, quand le dossier a véritablement débuté, on n'a creusé qu'une seule piste, que ce soit tous les juges d'instruction. Et ensuite, au fur et à mesure, il y a eu des choses qui ont évolué, des témoignages, des témoins qui ont disparu, des témoins qui ont un petit peu changé d'avis. On se demande bien pourquoi. Cette expertise qui a été réalisée dans des conditions. Voilà, mais on a travaillé que sur une seule hypothèse. Et c'est pour ça que quand on a entendu, au moment où le non-lieu allait être prononcé, on allait voir ce qu'on allait voir et qu'il y a une autre piste qui allait être creusée, on attend toujours, j'ai envie de vous dire, cette autre piste. Je veux dire que si Kigali avait des éléments solides qui permettent de considérer que ce n'est pas ceux qui ont été visés en examen qui sont les auteurs et les commanditaires, mais c'est d'autres personnes, je pense qu'on aurait communiqué à la justice française ou qu'on en aurait fait quelque chose. On voit bien qu'en réalité, aujourd'hui, le débat sur l'attentat, c'est juste d'avoir des éléments de preuve qui permettent de conforter ceux qu'on a vus, qui ont été un peu remis en cause ou pas jugés. Mais en tout cas, il ne faut pas mêler les juges d'instruction à ces considérations, je dirais, politiques. C'est très compliqué. Moi, je vais vous dire, on a eu la chance d'avoir des juges très différents. Le premier, M. Bruguière, avec des méthodes, une personnalité qui lui a dit « Moi, je ne vais pas au Rwanda, je ne vais pas y aller, etc. » Bon, on peut le critiquer, etc. On a eu ensuite M. Tréville, qui lui est assez opposé quelque part, en disant moi, voilà, je vais sur place, je fais une expertise. Et on en a eu encore un troisième. Voilà, donc on a eu cette chance-là. Maintenant, au bout du compte, quand on regarde les éléments du dossier, il semble qu'on avait de quoi organiser un procès. Donc, tout à l'heure, le problème incontournable, c'est que l'accusation ne veut pas accuser. Quand l'accusation ne veut pas accuser, c'est compliqué d'organiser un procès. Bonnet, je peux poser une petite question? Allez, la toute dernière. Ah oui. Est-ce qu'on peut, c'est vraiment la conclusion de cette rencontre? Je pense que c'est la justice des vaincus, malgré la présence de l'ONU, malgré la présence de la France. C'est le Rwanda, c'est la justice des vaincus. Vous voyez, parce que toute l'histoire, c'est génocidaire et génocidé. Génocidaire et les saints, les moutons et les loups. Donc, cet attentat, ça appartient aux loups, on le met de côté. Donc, toute l'histoire, c'est l'histoire des Noirs, on le met de côté, il n'y a pas aucune considération. C'est ce qu'on observe actuellement. Vous ne pensez pas? Oui, si, mais sans aller enfin, moi, je le traduirais peut-être autrement, mais ça revient au même. C'est que je vous disais tout à l'heure que ce qui est assez frappant, c'est qu'on a voulu écrire l'histoire tout de suite, après les événements à chaud. Je vous disais, il y a des historiens, des chercheurs, etc., qui vous ont dit tout de suite, voilà. Bon, on imagine bien
que si on a fait ça, c'est parce que finalement, sous l'influence, dirons-nous, des vainqueurs, il a fallu faire comme ça. Et que c'est pas quelque chose qui est propre au Rwanda, attention, hein. C'est quelque chose qui est assez. Je dirais qu'il y a eu cette réponse et ce positionnement sans nuance. Sans nuance. Alors, moi, ce que je dis, ce que je pense, c'est que il faut justement être dans la nuance et que tout est question de nuance et que dans un processus judiciaire, justement, tout est question de nuance. Voilà. Et que la nuance, elle est difficile à obtenir. Voilà tout ce que je dis. Et que, quelque part, à différentes occasions, on manque un peu de nuance. Voilà. Que si on manque de nuance, c'est parce qu'il y a aussi des intérêts qui font qu'à un moment donné, la nuance peut gêner. Voilà comment je dirais, je traduirais les choses, mais je pense que finalement, c'est la même idée. Mais en tout cas, merci. Et puis, merci. Écoutez, merci. Et je crois qu'il faut effectivement, faut profiter de la nouvelle technologie pour essayer de pouvoir débattre et prendre un peu de hauteur sur les sujets, plutôt que de rester dans quelque part trop terre à terre. C'est vrai sur le sujet du jour, mais comme tous les sujets. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci bien, Maître Philippe. Merci à tous les participants de cette émission. Malheureusement, il y a eu certains qui ont eu des difficultés pour se connecter et puis ils sont venus un peu en retard, mais on pense que rien n'est perdu. Donc, à très prochainement, peut-être vous aurez le temps encore de nous accorder cette chance pour qu'on puisse quand même savoir davantage. Ça marche. Allez, bonne soirée, messieurs. Au revoir. Merci, au revoir. Ipundo, 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 ipundo,